Le coup d'État au Niger a mis en exergue deux puissances, deux idéologies et deux soutiens géopolitiques totalement différents, voire opposés. D'une part, on a la CEDEAO, portée par le Nigeria, la Côte d'Ivoire et tant d'autres, avec le soutien ou alors avec l'œil bienveillante de la France et des États-Unis. Et de l'autre, des jeunes militaires qui essayent de se positionner sur le pouvoir en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence en Guinée, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ces jeunes militaires-là ont, elles, l'œil bienveillant de la Russie. Et donc, ces deux puissances, ces deux pôles stratégiques, ces deux idéologies différentes, c'est-à-dire d'une part une continuité du système actuel et d'autre part une envie de créer une véritable révolution et de dynamiser les partenariats, de les redéfinir. Donc ces deux pôles-là sont tout proches de rentrer en conflit. Un conflit qui était supposé déjà pouvoir commencer cette semaine puisque la CEDEAO avait donné comme date limite du retour au pouvoir du président nigérien la date du dimanche dernier. Mais la junte militaire nigérienne a fermé la porte. Pas de retour, pas de négociation pour un retour du président déchu. Et donc, on est supposé entrer en conflit. On est supposé entrer en guerre. Et dans cette vidéo, on va voir dans le cas d'une guerre, laquelle de ces deux puissances citées, laquelle de ces deux pôles sont à même de remporter la guerre. Et pour ça, on va regarder un peu en détail les armes dont disposent les uns et les autres et les puissances militaires en position. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. C'est une de ses rhétoriques, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient excellentes. Thomas Sankara disait qu'il faut former les militaires, les dirigeants, leur donner des formations politiques et idéologiques. Et cette citation est d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui, elle caractérise bien ce qui est en train de se produire. Elle a d'ailleurs traversé le temps. Quand on voit comment les précédents, les militaires, les forces armées se sont tués les uns et les autres entre Africains et même ailleurs dans le monde, on peut d'ores et déjà dire que Sankara était vraiment visionnaire. Ceci dit, ce qui est en train de se produire au Niger rappelle un peu aux autres, pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'ont lu, qui sont documentés, la guerre froide. C'est-à-dire que de part et d'autre dans le monde, on avait le camp russe et le camp occidental et américain qui se confrontaient. Et sans forcément avoir l'intervention directe de ces puissances-là. Même si parfois cela arrivait, ça a été le cas dans plusieurs pays. Mais la plupart du temps, c'était par des soutiens, par des agents infiltrés, par des moyens mis à disposition. Et a priori, c'est un peu le cas aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que on a la CEDEAO qui est soutenue ou alors qui a l'œil bienveillant de la France et des États-Unis, et en particulier le président Mohamed Bazoum au Niger, qui a le soutien de la CEDEAO, et donc indirectement qui a le soutien de la France et des États-Unis. Cette CEDEAO est portée par, comme on a dit tout à l'heure, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Et de l'autre, on a les forces putschistes, les juntes militaires, portées par une nouvelle idéologie, portées par une nouvelle révolution, portées par un nouveau mindset, et qui a priori galvanise les foules. Ces juntes militaires, ce sont le Burkina Faso, le Mali, par extension la Guinée, et très récemment le Niger. Et ces juntes militaires ont l'œil bienveillant des Russes et des nouveaux pouvoirs émergents, des nouvelles puissances émergentes. Je pense ici au Brésil, à la Chine, à l'Afrique du Sud, etc., etc. Même si les présidents de ces puissances-là se sont désolidarisés du coup d'État, on sait très bien que, en dessous des tables, ils ont le soutien de ces puissances. Et donc, si on arrive à la guerre, si on arrive à un conflit, puisqu'on n'en est pas encore là, je rappelle que la CEDEAO a donné un ultimatum qui était dimanche dernier pour le rétablissement dans ses fonctions du président nigérien Mohamed Bazoum. Ce ultimatum n'a pas été respecté. La junte militaire nigérienne a bien précisé qu'il n'y aurait pas de rétablissement du président dans ses fonctions et qu'elle était prête à défendre son territoire. Elle a d'ailleurs fermé ses frontières aériennes, ce qui veut dire qu'elle est prête à faire la guerre. Et dans cette mesure, le Burkina Faso et le Mali qui les soutient ont déjà envoyé une délégation sur place pour essayer de discuter des choses qui étaient possibles. Et donc, il est temps de regarder les forces en présence de ces deux puissances, c'est-à-dire de la CEDEAO et des forces du Sahel qui font d'ores et déjà séparation. Au Niger, qui est un pays qui est constamment attaqué par les djihadistes, l'armée concentre un budget important. On parle de pratiquement 30 000 soldats. Il y a à peu près 30 000 soldats aujourd'hui au Niger. Donc, en termes de main armée, on peut dire que c'est une des plus importantes entre elle, en fait, et tous les pays qui font frontière avec elle. 30 000 soldats, et autour de ça, on a à peu près 6 avions. C'est-à-dire qu'on a 2 avions de chasse. Et donc, le Niger, à lui seul, possède 30 000 soldats. Cela peut sembler dérisoire du point de vue européen occidental, mais dans la sous-région, en l'occurrence en comparaison avec ces pays limitrophes en dehors du Maghreb bien entendu, 30 000 soldats, c'est déjà considérable. Par contre, en termes d'armement, on va se rendre compte, c'est vraiment très faible, puisque l'armée de terre possède des anciennes armes qui sont russes et un peu occidentales. Mais surtout, la puissance aérienne,
là où se joue souvent ce type de guerre, est très faible au Niger. En l'occurrence, le pays dispose de 2 avions de chasse russes, d'un avion de reconnaissance occidentale et de 2 avions de transport américains. Donc pour un total de 5 avions, dont 2 sont véritablement appelés à bombarder, à attaquer l'ennemi. Dans cette mesure, on peut considérer que l'armement nigérien est encore outillé en comparaison avec pour les grandes puissances. Donc on va voir maintenant l'armement dont disposent les pays soutiens du Niger. L'armée malienne, pour sa part, possède environ 21 000 soldats. Côté armement, c'est encore une fois très rudimentaire pour l'armée terrestre, puisqu'on parle des armes qui étaient des années 60, voire 80, c'est-à-dire les premières armes françaises. C'est vraiment très ancien. Et donc, depuis le coup d'état militaire, les généraux qui ont pris conscience de cette défaillance-là, et qui ont pris conscience que c'était difficile avec cet armement de faire front contre les djihadistes, sont tournés vers la Russie, la Chine, qui sont une des puissances alternatives dont on parlait au début de cette vidéo, pour demander plus d'armement, pour acheter plus d'armement. Et donc aujourd'hui, elle dispose, en termes d'armée aérienne, fournie par la Russie, la Chine et la Turquie. On a précisément 7 avions de chasse fournis par la Russie, 20 avions L-39 qui servent à l'entraînement de l'armée, une vingtaine d'hélicoptères à disposition de l'armée aérienne et des drones turcs qui permettent d'attaquer sans mettre en péril la vie des hommes. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans la guerre russo-ukrainienne. C'est-à-dire que pratiquement une guerre qui se joue dans les airs avec des drones. On attaque avec des drones, on ne déplace pas les hommes, on attaque avec des drones, on ne déplace pas les hommes. L'armée malienne possède déjà une puissance aérienne un peu plus considérable en comparaison à celle du Niger. Et donc maintenant qu'on a vu pour le Mali, on va regarder ce que possède l'armée burkinabé, qui est bien entendu plus modeste et plus pauvre encore. Donc, on termine cette liste en s'intéressant au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Burkina Faso, qui est aussi malheureusement l'un des pays les plus pauvres du monde, possède seulement 6 000 soldats. 6 000 soldats, à titre de comparaison, c'est un cinquième de la puissance du Niger. C'est beaucoup trop faible. En termes d'armement, c'est encore là des armes très anciennes. On parle d'une trentaine d'engins seulement pour toute l'armée, pour 6 000 personnes. C'est vraiment petit. Et donc, avec cet armement, comment est-ce que c'est possible de lutter, ne serait-ce que contre les djihadistes, possèdent d'ailleurs une bonne partie du territoire. C'est vraiment impossible. C'est pour ça que la nouvelle militaire porté par le capitaine Ibrahim Traoré se retourne systématiquement vers la Russie pour essayer d'être armé davantage. C'est un sujet qu'on évoquera dans une autre vidéo. Donc, on a vu l'ensemble des forces armées des jeunes militaires. On a vu celle du Niger avec à peu près 30 000 soldats, celle du Mali avec à peu près 21 000 soldats et celle du Burkina Faso avec à peu près 6 000 soldats. On a également vu l'ensemble de leur armement. Maintenant, intéressons-nous à l'armement des pays de la CEDEAO. En l'occurrence, celles qui ont précisé qu'elles étaient prêtes à intervenir. En premier, on va regarder une des plus puissantes armées de l'Afrique et qui est aussi un des États les plus puissants en termes stratégiques, en termes financiers. Je pense ici au Nigeria, qui possède 200 000 soldats. En termes d'armement, toujours pour le Nigeria, on a une centaine de chars, une centaine de véhicules blindés, une quinzaine d'avions de chasse qui ont été livrés par des Chinois et on a plusieurs hélicoptères d'attaque. Cet armement-là, à lui seul, égale pratiquement l'ancienneté de celle des puissances en face. Même s'il faut le préciser, le Nigeria est un très grand État. Par contre, il y a un petit point qu'il faut préciser, c'est que le Nigeria est composé en grande partie du peuple Haoussa, qui ont une très proximité ethnique et voire même fraternelle avec le Niger. Ce qui fait en sorte que beaucoup de soldats, beaucoup de généraux nigériens hésitent à vouloir s'engager dans une armée contre ceux qui essaient d'être leurs frères, en l'occurrence le Niger. Mais continuons cependant avec les autres armements. Donc on va s'intéresser maintenant à l'armement du Sénégal. Le président Macky Sall possède dans son armée 15 000 soldats, plusieurs drones turcs TB2 que le Mali a aussi en sa possession. Et le président Macky Sall a indiqué qu'il était prêt à envoyer dès que possible ses soldats dans l'armée qui attaquera le Niger. Il faut rappeler que le président Macky Sall, qui défend des valeurs démocratiques, a très récemment fait enfermer l'opposant Ousmane Sonko. Et donc, ne veut l'empêcher par tous les moyens de se présenter aux élections présidentielles au Sénégal l'année prochaine. On continue avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire possède, elle, 30 000 soldats, une centaine de véhicules blindés, 2 avions de chasse et 5 hélicoptères, qui font un total pour la CEDEAO de 245 000 soldats. Donc, à ce petit jeu, il y a vraiment pas match. La CEDEAO a un armement beaucoup plus important et une armée beaucoup plus imposante. Si on compare aux chiffres, si on se fie à la théorie, à ce petit jeu-là, mes chers amis, le Niger n'a aucune chance de gagner la guerre. Mais attention, il ne faut pas considérer la théorie comme étant pratique. Parce que, comme on l'a vu, le Nigeria possède en son sein plusieurs Haoussa qui sont carrément opposés, qui hésitent à attaquer leurs frères du Niger, qui sont eux aussi pour la plupart des Haoussa musulmans. Et en plus de ça, si guerre il y avait, si conflit armé il y avait, le Niger possède une force, une puissance, une base d'ailleurs, si on veut parler de démocratie.
Et cette puissance, cette force, cette voix, c'est le peuple. Jamais on n'avait vu autant par le passé. Jamais on n'avait vu 30 000 personnes se réunir, comme ça a été le cas au Niger, dans un stade de foot, pour indiquer leur soutien à un coup d'État militaire par l'armée. Ça a été très peu vu dans l'histoire de la sous-région. En tout cas, jamais au Niger. Donc, ce qui veut dire que les populations commencent à réaliser, commencent à exprimer leur ras-le-bol d'un système qui perdure depuis très longtemps et qui n'apporte pas le changement dans leur vie quotidienne. Et donc, si la CEDEAO attaque le Niger, ils risquent de rencontrer sur leur chemin ce peuple-là. Ça a été le cas, si vous vous rappelez, pour la Côte d'Ivoire. Quand l'armée française avait essayé d'attaquer Abidjan pour renverser une première fois le président Gbagbo, le peuple ivoirien s'était carrément mis en face des chars en disant: vous nous tuez d'abord et ensuite vous prenez Gbagbo. Ce qui avait produit un départ des forces françaises. Et le président Gbagbo de l'époque était resté plusieurs années au pouvoir avant d'être renversé un peu plus tard, car il avait refusé d'accepter les élections, en l'occurrence sa défaite contre Ouattara. Mais cela n'est pas le sujet. On constate donc qu'une opposition armée entre ces deux puissances amènerait le chaos. Parce que les deux puissances, que ce soit la CEDEAO ou le Niger et ses soutiens, sont tous les deux armés, ont tous les deux des armes, même si anciennes, mais capables de foutre le chaos, capables de foutre le bordel partout. Et quand on regarde ce qui s'est produit en Libye, quand on regarde ce qui s'est produit en Irak, en Syrie, en Afghanistan, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que faire la guerre nous permet d'évoluer, permet véritablement de ramener la démocratie? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Africains, continuant de se tuer les uns les autres, peuvent changer leur destin? Cette question, je vous la laisse le choix de vos réponses. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Coco Aldo en cliquant là, abonnez. Je vous revois très bientôt pour de nouvelles chroniques sur l'actualité africaine. Merci.